Bonjour, un talk stratégique exceptionnel avec deux invités exceptionnels pour parler des forces spéciales. Amiral Laurent Isnard, vous êtes le commandant du commandement des opérations spéciales. En d'autres termes, vous êtes le patron des quelques 4400 militaires d'élite des forces spéciales françaises. Et Benoît de Saint-Cernin, vous êtes le président du cercle de l'Arbalète, qui rassemble les équipementiers des forces spéciales et des unités spéciales, RAID, GIGN. Alors, messieurs et amiral, d'abord, les forces spéciales, c'est agir différemment, en complémentarité des forces conventionnelles. Qu'est-ce que c'est que cette complémentarité? Comment est-ce que vous la pratiquez? Alors nous, les forces spéciales, c'est un métier un peu particulier, vous le connaissez bien, qu'il s'agit d'aller neutraliser des ennemis ou des objectifs, ou au contraire recueillir du renseignement pour des actions très ponctuelles, très décisives. On est en complément des forces conventionnelles qui, elles, ont une vision, une présence beaucoup plus nombreuse, une empreinte logistique plus lourde, et elles sont là pour occuper le terrain. Moi, je viens faire un geste technique très précis de commando. Je vais aller neutraliser un ennemi dans une maison, je vais aller intercepter des véhicules, je vais aller détruire quelque chose, un objectif, ou je vais aller renseigner. Mais c'est une action très ponctuelle. Les forces conventionnelles, elles viennent avec un dispositif plus large qui va leur permettre d'occuper le terrain, d'investir un village, une ville. Elles vont former les partenaires. Et lorsqu'on regarde l'exemple, par exemple, de la BSS, de la bande au Sahel, moi, je vais faire des gestes techniques. Je vais aller neutraliser un certain nombre d'individus. Mais les forces conventionnelles, elles arrivent pour former, accompagner avec les autres partenaires qu'on a, la MINUSMA, le G5 Sahel, ces forces riveraines et locales et régionales. Et c'est avec elles qu'on va occuper le terrain et faire finalement un travail de fond. Nous, on vient en complément pour des gestes techniques très précis. Est-ce que précisément vous pourriez détailler, par exemple, quels sont ces gestes plus précis, cette spécificité? Normalement, pour les forces spéciales, on ne commande pas les opérations en cours. On a des règles de confidentialité. Donc on peut être amené à neutraliser un certain nombre de gens, des terroristes qui sont localement, mais je ne vous en dirai pas plus. Des modes d'action particuliers et donc, Benoît de Saint-Cernin, des besoins capacitaires, des besoins en équipement, en matériel spécifiques. Et c'est vous qui, à travers les industriels, petits et grands, que vous fédérez au cercle de l'Arbalète, c'est vous qui proposez, qui apportez. Comment est-ce que vous fonctionnez avec vos interlocuteurs des forces spéciales? Alors en fait, nous, on travaille très étroitement avec l'état-major que commande l'amiral, qui, au sein de son état-major, a une cellule de recherche et développement, qui est mon interlocuteur. Et c'est eux, et c'est notre complémentarité, c'est eux qui, presque tous les jours, me disent on aurait besoin de s'améliorer sur tel produit, tel matériel qu'on utilise en opération. Et le job du cercle de l'Arbalète, c'est d'aller chercher ces innovations. Donc on passe du temps au bénéfice de l'état-major de l'amiral et on ramène ces innovations à l'amiral pour voir si elles vont correspondre à son besoin. Donc notre métier à nous, c'est vraiment d'être en pointe dans la recherche de l'innovation et on la ramène à l'amiral. Au pire, l'état-major de l'amiral me dit non, cette innovation elle est bien, mais elle ne m'intéresse pas, elle ne correspond pas à mon besoin. Et donc on est en permanence en veille, aussi bien technologique que ce que font les autres, et on ramène cette innovation à l'état-major de l'amiral. Ce qui est intéressant, c'est de constater que, si vous voulez, ce partenariat civil-militaire, avec un même objectif, c'est de nous permettre d'être forts et de remporter la victoire militaire, ce partenariat, il est important parce que face à nous, on a un ennemi qui sait, lui, s'adapter. Et il y a beaucoup de technologies qui sont duales, en fin de compte, qu'on peut trouver dans le marché public. Vous pouvez trouver vous-même en allant dans les magasins autour de ce centre. Et en même temps, nous, il faut qu'on soit capable de s'en préserver, s'en protéger, lorsqu'il est mal utilisé contre nous, et en même temps, nous, de pouvoir être plus efficaces. Un exemple, vous pouvez acheter, par exemple, des petits drones dans les magasins. Nos enfants l'ont, et pour des prises de vue, mais vous pouvez très vite le modifier pour qu'il puisse faire d'autres choses. Donc, c'est intéressant pour nous de savoir où en est le niveau technologique de ces drones qui sont sur le marché public. Quelles sont les ruptures technologiques éventuellement que l'on va rencontrer, les évolutions majeures, et nous, à la fois pour l'utiliser aussi à nos fins militaires, mais aussi savoir qu'est-ce que l'ennemi est capable d'utiliser, comment il peut le détourner de son intention. C'est ce qu'on a subi sur certains terrains. Par exemple, Benoît de Saint-Cernin, dans le cas des drones, est-ce que, à la demande des forces spéciales, vous pouvez leur proposer des drones
disons, durci, inaltérable aux vulnérabilités et aux attaques, aux disruptions que peuvent provoquer l'adversaire. Pour prolonger l'exemple qu'a donné l'amiral, l'amiral nous dit, voilà, aujourd'hui on est confronté sur le terrain, enfin son état-major nous dit, à des drones un peu particuliers qui ont été bidouillés de manière assez maligne, d'ailleurs il faut le reconnaître, et qui nous arrivent dessus. Est-ce que tu peux nous aider à trouver un système de détection de départ de drones et de neutralisation ? Moi j'ai mon brief. À partir de là, avec les équipes du cercle et les membres du cercle, on cherche des solutions, on ramène, on dit on a trouvé toutes ces choses-là. Là, on est vraiment sur le cœur d'un besoin qu'a le COS aujourd'hui. Et le rôle du cercle, c'est de dire, ben voilà tout ce que j'ai trouvé, en France comme à l'international, même si on privilégie les entreprises françaises, on ramène une possibilité de solution à l'état-major du COS, qui va le tester après. Ouais. Et en complément, si vous voulez, on a un côté innovateur, on a un peu le rôle d'éclaireur, parce que nous, notre devise, c'est de faire autrement, donc de faire du sur-mesure par rapport aux besoins des autorités militaires, du chef d'état-major des armées, et des directives qu'il reçoit lui-même du pouvoir politique. Donc nous, on développe des technologies ensemble, des projets, et ensuite, le ministère des Armées s'est mis en ordre de marche pour développer ces projets, les industrialiser, leur permettre d'exister, parce que les startups, elles n'existent pas si elles n'ont pas un relais à un moment avec les grandes entreprises, pour pouvoir les commercialiser. Et nous, notre rôle, après, c'est de partager ces savoir-faire, ces technologies avec les forces conventionnelles dont on avait évoqué précédemment, pour permettre à nos armées d'être les plus pertinentes possibles. Ça ne concerne pas que l'armée de terre, c'est aussi, moi je travaille beaucoup avec les avions de chasse, lorsque j'ai des cibles, de temps en temps on les fait bombarder, mais je travaille aussi avec des sous-marins, avec des frégates, et c'est tous ces moyens-là qu'on essaie de faire monter aussi en gamme. Il n'y a pas que nous, chaque armée aussi développe ses capacités d'innovation, et le ministère est là pour justement organiser, avec les états-majors des armées, le rendre plus efficace et plus pertinent possible. Benoît de Saint-Cernin, j'imagine que ce que vous proposez aussi aux forces spéciales, c'est de travailler sur un rythme rapide, en boucle courte, pour répondre rapidement à leurs besoins, alors qu'on sait que la mise en place et le développement des programmes à destination des forces armées sont souvent des entreprises de longue haleine. Alors en fait, vous avez, pour les forces spéciales, il y a aussi un paramètre, c'est que le volume d'équipement dont ils ont besoin est moins important que toute l'armée de terre ou toute la marine ou toute l'armée de l'air. Donc déjà, on parle de volume plus petit, avec un futur usage particulier qui ne sera pas forcément l'usage qu'en fera l'armée de terre ou la marine. Donc on est sur des petits ensembles, mais de pointe très techniques. Un très bon exemple, les forces spéciales utilisaient un armement depuis une quinzaine d'années. L'armée française a eu à revoir cet armement. Et ben c'est finalement l'armement utilisé par les forces spéciales depuis 15 ans qui a servi de repère. Et toute l'armée française va être équipée, on va dire d'une certaine manière, par le matériel qu'avaient les forces spéciales. Mais lorsqu'on parle de complémentarité, et c'est exactement dans ce sens-là, moi j'ai un tiers de mes effectifs en opération qui viennent des forces conventionnelles. Donc je commande des gens dont les 2 tiers sont dans des gestes techniques très précis de forces spéciales, mais j'en ai un tiers qui viennent en complément pour m'apporter des expertises que je n'ai pas en propre. Moi, mon métier, c'est de faire autrement, de faire du sur-mesure par rapport à l'objectif. Donc je regarde qui est le plus qualifié pour le faire. Ça peut m'arriver de décider, que c'est sous les ordres du chef d'état-major des armées, d'engager des rafales pour aller faire un bombardement, parce que ça va être le moyen le plus pratique, l'opération chirurgicale, vous voyez, elle est très précis. Voilà. De temps en temps, j'utilise autre chose. De temps en temps, j'utilise que des forces spéciales, parce que c'est un geste commando un peu compliqué, avec des hélicoptères, des avions de transport, qui font que là, j'ai besoin, ou des commandos marines, d'un geste très précis. Mais vous voyez, j'adapte. Moi, je fais du sur-mesure. Moi, mon métier, c'est de faire en quelque sorte de l'ingénierie des forces spéciales, des opérations spéciales. Donc je prends les meilleures compétences pour faire un geste technique précis. Voilà. Amiral, les forces que vous commandez sont largement occupées, sollicitées, voire sursollicitées. Elles sont présentes notamment au Levant. On sait que vous apportez un accompagnement et une aide en termes de formation aux forces irakiennes, aux Kurdes. On parle beaucoup de la Syrie. Difficile pour vous d'aller très loin sur ce terrain, mais néanmoins, quelle est votre appréciation de la situation? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à la suite du chef d'état-major des armées qui parle d'une situation qui se dégrade très rapidement? La situation localement se dégrade, selon les points de vue. Ce qui est important, c'est de constater que finalement, il y a 3-4 ans, on n'imaginait pas, on ne savait pas trop comment attaquer Daesh avec son territoire. Aujourd'hui, son territoire a quasiment disparu. Donc je pense que c'est une victoire militaire de la coalition. Donc c'est une réaction internationale qui a permis, par son engagement militaire, d'aller contrer cette menace et de la réduire en peau de chagrin. Il n'y a plus de territoire quasiment. Donc je pense que ce côté-là, c'est un succès. Pour le reste,
vous comprendrez bien que j'éviterai d'aborder le sujet. Bon. Au Sahel, les Barkhane et Sabre, l'opération de force spéciale, affrontent un ennemi qui est affaibli, mais qui reste néanmoins réactif, actif, et avec lesquels les engagements sont assez fréquents. On l'a vu il y a quelques jours, on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps à Ouagadougou, où les forces spéciales sont stationnées. Quelle est la situation au Sahel, de votre point de vue, FS? Écoutez, on conduit des opérations toutes les semaines, on neutralise des terroristes toutes les semaines. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont en situation de, j'allais dire, ils agissent avec beaucoup de prudence, ils font attention, ils sont en déséquilibre et ils sont proches de tomber. Le terrorisme, c'est un mal dont on a du mal à arriver à sa fin, donc on peut réduire son niveau de nuisance. C'est, je crois, Barkhane avec le G5 Sahel, la MINUSMA, les forces armées locales des pays qui sont en train de reprendre le dessus, qui sont en train de s'organiser. Et je pense qu'on est dans une dynamique très positive. Il y a un vrai consensus et tout le monde est au travail avec des succès militaires rencontrés. Voilà. Est-ce qu'il n'y aura pas des soubresauts, des pics Forcément, ce n'est pas une action linéaire dans le résultat, mais je pense qu'on est dans une dynamique très positive. Je voulais vous poser à l'un et à l'autre la question de la technologie et peut-être aussi des limites du tout technologique vers lequel on semble s'orienter, les forces spéciales sans doute comme les forces conventionnelles. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir pousser le curseur du tout technologique sans déclencher de nouvelles vulnérabilités face, par exemple, au déni d'accès, qui est une posture, une menace qui se développe. Tout à l'heure, vous me demandiez comment on travaillait. Ouais. L'amiral a eu la gentillesse de nous inviter, le cercle, à un séminaire qu'on vient de faire pendant 2 jours, FS. Et justement, cette notion-là du tout technologique ou du trop technologique a été abordée. Et des exemples ont été montrés qu'il faudrait aussi peut-être un système où il n'y a pas cette technologie-là, au cas où la technologie ne marcherait pas. Voilà pour le cercle de l'Arbalète, un nouveau brief. Comment je vais trouver des équipements qui peuvent éventuellement à un moment s'affranchir du GPS, de la radio, enfin de tous ces éléments-là, mais qui doivent quand même rendre service. C'est un nouveau brief pour nous, donc ce n'est pas une start-up technologique que je vais chercher. C'est autre chose, c'est un autre type d'équipement, et c'est ça qu'on va présenter au COS. C'est pour ça que dans cette logique-là, le rêve du super commando avec des capteurs de partout, renforcés, dont on lui fournit une nouvelle colonne vertébrale à base de technologies, d'acier, etc. Moi, je ne cherche pas des Robocop. Je n'ai pas besoin de Robocop. Moi, je cherche un commando malin, qui est rustique, qui sait s'adapter à son terrain, qui sait aller chercher l'ennemi, qui sait parler avec la population. Le savoir-faire français de nos armées françaises, pourquoi elles sont présentes, elles sont efficaces, elles savent partir au coup de sifflet, bref, comme on dit, c'est une expression de militaire, partir rapidement, c'est parce qu'on est habitué à travailler avec des partenaires locaux, avec les populations, on respecte ces populations, on travaille, on apprend leur culture, on habite avec eux, on fait travailler avec eux, on progresse et on va au combat avec eux. Ça veut dire qu'il faut une capacité d'adaptation. Ce n'est pas si vous mettez une barrière par vos vêtements, votre attitude, ça va vous gêner dans votre approche. Et souvent, nous, on ne cherche pas à rester sur le théâtre des opérations, parce qu'on a plein d'emplois à droite à gauche. Donc ce qu'on cherche, c'est que nos partenaires prennent le relais après, et eux prennent à leur charge cette menace. Nous, on vient au début pour les aider, pour qu'ils ne soient pas dépassés par cette menace, pour leur rendre cette menace accessible. Une fois qu'elle est accessible, c'est à eux de le faire. Pour ça, il faut travailler avec eux en vrai partenariat. Et ça, c'est une qualité du soldat français. Dans l'ADN du militaire des forces spéciales, si on remonte à la Seconde Guerre mondiale, il y a un militaire aguerri, fort de son courage, de son entraînement, rustique, pas un ingénieur. Est-ce qu'il y a menace face à cette pression technologique sur cet ADN primitif et essentiel du combattant des forces spéciales? Alors, sur cette affaire-là, on passe tous les unités commando, on fait tous la même formation initiale.
Donc nous, on a d'abord été sélectionnés sur nos qualités de commando, rustique, véloce, agile, vous pouvez donner tous les qualificatifs que vous voulez. On tire tous, on plonge, on saute en parachute. Et moi, je continue à encore sauter en parachute, ça fait partie. Comme ça, on n'oublie pas le terrain. Voilà. Donc je vais voir mes unités sur le terrain, et ça, ce qui nous permet de parler le même langage de combattants. Voilà. Le risque après, c'est en montant dans la hiérarchie, en montant dans les états-majors, c'est d'avoir une sorte de décalage, d'être fasciné par le tout technologique. Voilà. Mais lorsqu'on regarde, on a des réservistes qu'on utilise, beaucoup de réservistes chez nous, qui nous permettent, des universitaires et d'autres spécialités, des chercheurs, qui nous permettent de voir un petit peu les tendances du niveau géostratégique et de voir quels sont les combats de demain. Et avec l'état-major des armées, on a une réflexion là-dessus et on se rend compte que dans le cas du déni d'accès, dont vous avez évoqué précédemment, les satellites seront peut-être attaqués, donc on n'aura peut-être plus de communication, on sera peut-être brouillé sur le GPS, comme vous venez de le dire. Et tout ça montre qu'il faut être capable d'avoir des solutions alternatives. Donc il faut regarder sur l'avant pour être capable tout de suite de corriger les risques ou les aspects un peu séduisants du tout technologique. Effectivement, il faut s'en méfier. Mais il ne faut pas le rejeter non plus. Il faut pas être, ça nous apporte énormément. Tout ce que nous apporte le cercle de l'Arbalète avec les industriels français, c'est un atout. Lorsqu'on parle, par exemple, un des avantages qu'on a encore, une suprématie qu'on a encore, c'est le combat de nuit. Le combat de nuit, c'est la technologie. Les dernières jumelles de vision nocturne, ce qu'on a pour nos pilotes d'hélicoptères, pour nos pilotes d'avions, pour nous faire les largages, de nos commandos qui sont parachutés, les combats qu'on mène toutes les semaines c'est avec ces lunettes de vision nocturne. Ça, c'est à ce là, ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Benoît Saint-Cernin, par exemple, sur les jumelles de vision nocturne, ça consomme de l'énergie. Le COS me dit il faudrait des jumelles de vision nocturne, soit qui consomment moins, soit que tu nous trouves une batterie qui a une durée de vie plus longue. Voilà un nouveau brief, tout simple, tout clair, et nous on cherche. Et vous voyez, je vais aller voir la recherche et développement d'un très grand énergéticien français en lui disant comment vous pouvez nous régler ce problème-là, avec un problème de taille, avec un problème de taille de dimension, un problème de poids et surtout d'autonomie, pour ramener les nouvelles piles des jumelles de vision nocturne au COS. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai pas ce temps disponible, je n'ai pas cette compétence, je n'ai pas cette connaissance du réseau, des évolutions, et je suis content que le cercle de l'Arbalète joue ce rôle-là d'éclaireur pour moi, et d'aller rechercher, de me trouver la bonne réponse à mon besoin. Messieurs, c'est la fin de ce talk stratégique. Merci d'y avoir participé. Merci beaucoup.